Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Ce soir, je vous propose de découvrir l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP. L'une des caractéristiques, entre autres, du tissu économique ivoirien, c'est la prédominance du secteur informel, mais aussi le manque de formation et de professionnalisation de certains postes en entreprise. Absence de qualification des travailleurs, méconnaissance des règles de gestion de l'entreprise par les employeurs, autant de carences qui ont convaincu l'État de créer l'AGFOP. L'objectif de cette institution est donc de former des personnes sorties du système classique sans qualification et de réaliser des outils didactiques de formation pour les entreprises, autant publiques que privées. Pour autant, plus de 25 ans après sa création, cette structure peine à déployer l'ensemble de ses moyens et à exécuter pleinement ses missions. Alors aujourd'hui, comment fonctionne l'AGFOP ? Quelles sont les relations avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés ou institutionnels? Qui fait quoi et comment pour assurer la bonne marche de ce cabinet public d'ingénierie? À qui s'adresse l'AGFOP? Les publics cibles ont-ils connaissance de son rôle? Quel est son rôle dans le développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire? Quels sont les enjeux et les perspectives de cette structure? Je vous invite ce soir à découvrir l'Agence nationale de la formation professionnelle dans ce numéro de 52 minutes pour comprendre, réalisé par les équipes de Soprod. En 2016, près de 400 000 jeunes auraient abandonné leurs études avant le baccalauréat. C'est donc autant de potentiels actifs qui se présentent sur le marché du travail sans aucune formation. Pour pallier le problème, l'État a mis en place une agence, l'Agence nationale de la formation professionnelle, l'AGFOP. En 2018, cette institution aurait formé près de 7000 jeunes dans des métiers tels que l'électricité, l'hôtellerie ou encore l'informatique. Le Grand et Morou ont quitté l'école avant le bac. Depuis 2017, ils suivent des cours théoriques et pratiques en électricité et bâtiment dans un centre de formation de Koumassi. Une trentaine de jeunes âgés de 15 à 24 ans suivent ce programme depuis 1 an et demi. Vous regardez sur le schéma développé comment on fait le câblage. Quelqu'un va, nous allons partir à tour de rôle. Oui, toi. Moi, je prends la navette. Oui. Les deux navettes. Puis les deux navettes. Oui. Du Q2. Oui. Depuis quoi? Q2. Q70. Q2. Je ne parle pas de la voie de dérivation, je parle de comment brancher cet interrupteur. Puisque nous intervenons sur 2 endroits. Il y a ici, on n'est pas encore ici. Il y a un conducteur d'une couleur bien précise qui est branché dessus. Après ça, nous avons les deux autres bornes qui sont les bornes de navette, sur lesquelles il y a 2 conducteurs de la même couleur qui sont branchés dessus. Ici, vous avez les mêmes couleurs qui sont là. Où est la difficulté? Ouattara. Nous allons prendre le conducteur de couleur rouge. Oui. Branché sur la borne commune. Très bien. Ces jeunes déscolarisés sont en fin de formation. 25% de leur temps, ils le passent en cours théoriques. Tout le monde a compris? Monsieur. Chacun de vous peut réaliser le va-et-vient? Monsieur. D'accord, nous allons donc passer à la réalisation. C'est le moment pour avoir beaucoup de démonstrations. Est-ce que c'est comme ça d'habitude? Oui, effectivement, c'est comme ça d'habitude. Pour que les enfants, les apprenants puissent assimiler et ne pas perdre du temps au niveau de la pratique, nous mettons l'accent sur les explications. C'est un cours qui permet aux apprenants de pouvoir réaliser les circuits électriques dans un bâtiment, que ce soit d'habitation ou dans un local administratif. Il faut pouvoir mettre en œuvre l'électricité qu'on puisse utiliser, les prises, l'éclairage, la climatisation, etc. Tout ce qui est circuit électrique dans le bâtiment. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez puisque vous enseignez les apprentis qui n'ont pas les niveaux disparates. Effectivement, il y a des difficultés. À quel niveau? Les difficultés, c'est souvent il y a la lenteur de compréhension. Donc il faut prendre du temps pour expliquer et
expliquer, et puis bon, jusqu'à ce que la personne ait compris. Voilà. Mais généralement, avec la volonté des apprenants, ces difficultés sont très vite surmontées. Place à la pratique. Cela occupe 75% de leur temps. Les jeunes travaillent en binôme. Ce jour, ils doivent réaliser un montage électrique permettant d'allumer et d'éteindre la lumière de façon indépendante. Le grand et son coéquipier sont à pied d'œuvre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Nous avons installé les interrupteurs va-et-vient. Donc on commence à dénuder. C'est quoi dénudage? Nous sommes au moment du dénudage. Nous devons enlever le caoutchouc isolant sur l'âme conductrice. Pour qu'il y ait un bon contact. Parce que si on ne dénude pas bien, le caoutchouc peut s'insérer au milieu. Et puis souvent, il y a des installations faites, à la fin on n'arrive pas à allumer. On pense que c'est pas un fait un faux carrelage, mais c'est juste parce qu'on n'a pas bien dénudé. Vous êtes à quel niveau? Nous avons fini d'installer les interrupteurs va-et-vient et la lampe. Avec le disjoncteur, nous attendons les dominos pour faire les raccordements. D'accord, mais il y a les dominos là-bas. Allez vous servir. Il faut combien? 5. Il faut 5. Il faut préparer l'alimentation tout à l'heure. Pourquoi faut préparer? Ok, d'accord. Prendre 2 conducteurs pour mettre l'alimentation. On vérifie ici. On voit s'il a respecté. Il a respecté le montage. Le montage étant fini, il a été fait conformément aux explications que nous avons données. Vous allez tester si nous allons tester si vous fonctionnement. la partie Donc nous avons ici, le disjoncteur n'est pas enclenché. Nous avons l'arrivée du courant ici. Et maintenant nous allons sur le disjoncteur. Tant que nous ne mettons pas le disjoncteur en marche, le circuit ne peut pas fonctionner. Donc il va aller mettre le disjoncteur en marche et puis faire le fonctionnement du montage. Donc tu mets le DPN, allumer là-bas, éteindre aussi. Donc ces deux apprentis ont réussi le montage. Ils ont réussi le montage. Est-ce qu'on peut aller vérifier pour d'autres? Oui. 10% de filles suivent cette formation. Est-ce que c'est facile pour une femme de faire ce métier? Ce n'est pas facile. Il suffit juste de s'adapter à la situation. Soit il faut aimer le métier pour pouvoir mieux comprendre. Pourquoi vous avez choisi, parmi tant de métiers, vous avez choisi de faire l'électricité? Depuis toute petite, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu apprendre pour voir comment est-ce que ça se passe. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous êtes sur un terrain, par exemple? Le seignage. Tu dois, je sais pas, casser un mur pour pouvoir faire entrer le tuyau. Ou tu vas pouvoir faire tirer les fils. Donc si tu as reçu un béton, à partir de quel tout ici. D'accord, donc jusqu'à présent, tu n'as pas encore réussi à faire. Non, mais depuis un peu. Il faut mettre le disjoncteur en marche. Voilà. Donc la lampe s'est allumée parce que le circuit était déjà fermé. J'ai constaté que la plupart d'entre vous avaient maîtrisé le câblage, le montage du va-et-vient, puisque beaucoup de montages ont fonctionné. Donc je vous félicite pour le travail. Nous allons clore la séance d'aujourd'hui pour continuer prochainement. L'AGEFOP est le cabinet de l'ingénierie de formation professionnelle de l'État de Côte d'Ivoire. Placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ses principales missions sont effectuer la prospection et l'analyse des besoins de formation professionnelle, réaliser des études en relation avec les branches professionnelles, élaborer des projets de formation professionnelle selon les besoins exprimés. Et tout cela a pour finalité la mise en place d'outils pour dispenser une formation de qualité. Tous les 2 mois, l'AGEFOP fait le point sur l'apprentissage dans les différentes filières. Vous savez très bien qu'on a mis en apprentissage en tout 5813 jeunes dans diverses entreprises et dans divers secteurs qui vont de la mécanique jusqu'à l'hôtellerie-restauration. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à l'hôtellerie-restauration.
Depuis 2012, l'AGEFOP a formé 10 000 jeunes par apprentissage dans le cadre du projet PGDEC, un projet financé entièrement par la Banque mondiale. Autour de cette table, des conseillers en formation apprentissage, des inspecteurs d'orientation et des formateurs. Ce matin, nous allons au vaisseau, pour visiter notre apprenti pour notre Alexis, que nous avons déjà visité. Ce n'est pas la première visite. Comment vous appréciez son évolution au niveau aussi tout des cours théoriques? C'est un bon niveau, il se comporte bien. Et même en entreprise, il se comporte bien. Donc c'est un élément, il est vraiment exemplaire. Je pense que ce sera un bon cuisinier. Vous savez déjà que lorsque vous allez à l'entreprise, on ne doit pas gêner le travail de l'entreprise. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne visite. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour faire le point de toutes les visites que vous allez effectuer. Tous les 3 mois, Parfait Anoman, formateur et une conseillère rendent visite à leurs apprentis sur leur lieu de travail. Objectif, vérifier que les cours théoriques ont bien été compris et enregistrés. Bonjour Vado, comment ça va? Bien mon chef, ça va bien. Bon, mon cher Alexis. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement sur un peu les cuissons des légumes et des autres aliments qu'on voudra un peu vérifier. Au niveau des légumes, comment tu te prends pour cuire les légumes en général, les légumes verts? C'est que les légumes verts, haricots verts, épinards, petits pois et tout ça. Quelles sont les dispositions que tu prends pour les cuire? Cuire les légumes verts d'abord. Il faut de l'eau à l'ébullition. Voilà. Une fois l'eau est en ébullition, vous mettez les légumes. Voilà. Ok. Pendant 20 minutes, Alexis va se soumettre à une interrogation orale devant le chef cuisinier du restaurant. On veut frire un poisson par exemple. Ce midi, on a au menu un menu spécial, je dirais un peu typique ivoirien, le garba. Quelles sont les dispositions qu'on va prendre pour cuire le poisson, pour frire le poisson? Ok, je pense qu'il faut d'abord habiller le poisson. Oui, voilà. Merci. C'est assaisonner. Il faut mettre l'huile, le feu. Voilà. Bien chauffer l'huile. Oui. Et puis mettre un peu de farine sur le poisson. Farine de poisson, oui. Toujours garder. Ouais. Puis être toujours mou. Voilà, ok. Ouais. Et puis ensuite plonger les poissons dans la friture pour les cuire. Voilà. Ok. Là, vous venez d'évaluer, Alexis. Ouais. Quelle est la note? Ça ne sera pas chiffré. Ça ne sera pas chiffré, mais on a déjà une idée. Si c'est en termes de grandeur, il est vraiment au-dessus de 80%. Monsieur le chef cuisinier, on vient de faire juste un petit test. Est-ce que l'apprenant applique bien tout ce qui est testé tout à l'heure? Oui, en général, ça se passe bien. Il s'en sort. Le seul petit défaut, c'est sur les légumes, sur le tournage des pommes. Il n'arrive pas à tourner les pommes. Voilà, donc c'est ce que j'ai remarqué le 14 février. Il avait du mal. Voilà. Donc bon, je l'ai appris, mais bon, il a encore du mal. Un peu d'effort à faire. Voilà, il a encore un peu d'effort à faire. Bon, je pense qu'on a fini l'évaluation. Seulement les consignes, c'est que toujours, pour qu'on puisse communiquer pour communiquer ensemble, pour voir s'il y a quelque chose à relever, quelque chose à corriger au niveau des apprentis. Je pense que c'est ce que on va toujours s'atteler à faire. Voilà, ok. Donc, voilà. Donc je pense que c'est ce qui nous reste à faire. Voilà. En moyenne, Parfait visite une dizaine d'apprentis par mois. Pour se former comme tous les apprentis du programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, Alexis perçoit 30 000 francs CFA par mois, soit 15 000 francs de transport et 15 000 francs pour se nourrir. Depuis 1 an et demi, il travaille dans cet hôtel. Où sont les gars là? Ça, c'est quel légume que tu es en train de confectionner?
Et là, nous sommes en train de confectionner une salade de crudités. C'est-à-dire tout ce qui va rentrer dans cette salade, ce ne sont que des crudités seulement. Il y a carottes, il y a concombres, tomates, la salade. Ça, vous le faites Oui, nous sommes en train de confectionner ça pour des clients. Ils ont passé leur commande. Dans peu de temps, ils seront là pour manger. Ouais. Mais généralement, quand vous venez, quels sont les différents menus que vous faites? Bon, lorsque il y a des cérémonies, ou bien lorsque un client passe sa commande, il dit bon, je veux telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce que le client a demandé qu'on fait pour lui. Ou encore lorsqu'il y a des cérémonies, bon, le chef fait des menus, il propose et les clients choisissent. Bon, nous on veut tel menu. Voilà, et c'est le menu que le chef fait que nous on confectionne. Oh chef, ça avance bien. Nous sommes en train de faire rapidement la salade et puis on va faire autre chose. Vous devez la faire en un temps record. Hein. Ok chef. Ça marche chef. Même si Alexis n'a pas encore terminé sa formation, il a déjà été engagé par cet hôtel. Ainsi, depuis 7 mois, il est en contrat à durée déterminée et gagne 80 000 francs CFA par mois. Et c'est avec fierté qu'il nous présente les plats terminés. Voici présenté la salade de crudités. Ici. Ici, nous avons un plat poulet rôti avec mêlé-mélo de légumes. Que voici. Ok, merci les enfants. Vous pouvez maintenant débarrasser. Merci, chef. Il est 18h. Alexis a terminé sa journée. La journée a été? Oui, la journée a été. Ça va. On a eu l'impression qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement. Il faut dire qu'il arrive souvent où il n'y a pas assez de commandes. Quand c'est comme ça, le boulot est un peu relax. On finit un peu tôt et puis on rentre à la maison pour se reposer. Le lendemain matin, nous retrouvons Alexis au lycée hôtelier d'Abidjan. Ce jeune homme a abandonné ses études en 2013, juste après son bac. On doit porter les blouses pendant les cours parce que c'est la tenue exigée. C'est la tenue exigée de la cuisine. Donc du coup, on doit être dans la bonne tenue. La première qualité d'un cuisinier, c'est la propreté. Parce que vous êtes d'accord avec moi que tu ne peux pas partir dans un coin et puis tu vas voir le cuisinier est sale. C'est lui là qui a fait ma nourriture. C'est un peu, un peu bizarre. Donc c'est un peu ça. Là, il faut nous donner tout. La tenue, la chaussure, tout. Alexis est passionné de cuisine. Il tient cela de sa mère. Aujourd'hui, son rêve est de devenir un grand chef étoilé. Je suis, au fait, le premier fils de maman. Et au pays, à Caen, précisément chez les Baoulés, il faut dire qu'il n'y a pas de différence à faire, soit garçon ou bien femme. Nous tous, on préparait. C'est ainsi que ma mère, on va au champ, va au village, met telle chose au feu, prépare. Donc ça fait que j'ai aimé la cuisine depuis. Avant de devenir un grand chef, Alexis a encore un mois de formation à suivre, dont 4 heures de cours théoriques chaque semaine. Bonjour les collègues. On dit quoi? 35% des apprentis du projet Emploi Jeunes et Développement sont embauchés lors de leur stage en entreprise. Seule condition à remplir pour participer à ce programme, être déscolarisé et avoir entre 15 et 24 ans. L'AGEFOP dispense une dizaine de formations payantes. Les 3 formations les plus demandées sont l'électricité et bâtiment, l'électricité industrielle et froid et climatisation. Chacune d'elles coûte entre 60 000 francs CFA et 90 000 francs CFA pour 4 à 6 mois de formation. Nous sommes au collège d'enseignement technique et d'industrie de Marcory. Ce matin, Aruna Kwame, enseignant en froid et climatisation depuis 10 ans dans cette école, forme des apprentis en formation pour 6 mois. Bonjour. Ok, ça va? Allez, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon, la synthèse. Ces personnes, tout âge confondu,
payent 90 000 francs CFA pour 6 mois de formation. Leur objectif, se former, renforcer leurs capacités, se professionnaliser dans le secteur du froid et de la climatisation. La difficulté, c'est qu'on rencontre tous les niveaux. On parle de la 5e jusqu'en BTS. Et un groupe, eux, ils sont néophytes, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien dans le froid. Ils sont venus juste pour apprendre le froid, pour connaître les manipulations, et ça va leur permettre de s'insérer dans la société, de travailler sur les installations de froid. Cours théoriques, cours pratiques, ils ont 279 heures de cours dispensés sur 6 mois. Le reste du temps, ils le passent en entreprise. On observe la tuyauterie ensemble. C'est quelle observation on voit actuellement? Les tuyaux, on fait comment? Les tuyaux ont rougi. Donc quand les tuyaux rougissent, on soulève légèrement le feu. On prend une personne pour réaliser ce que j'ai fait là. Tu veux le faire? Tu veux le faire? D'accord, on va le prendre. En 2018, 108 apprentis ont été formés au métier du froid et de la climatisation par l'AGEFOP. Ces formations de courte durée permettraient d'être opérationnelles sur le marché de l'emploi. Comment vous avez trouvé l'exercice? Bon, c'est un peu difficile pour moi, parce que déjà ma main tremblait quand je faisais, parce que je ne suis pas habitué. Donc, quand j'ai mis le feu, c'était chaud, mais au moment de la soudure, là, ma main tremblait, donc ça fait que ça allait nous conseiller à créer la bosse là. D'accord. Vous avez eu quelle formation avant de venir faire cette formation? Bon, je n'ai pas eu de formation, j'étais avec quelqu'un dans un atelier. Avant, bon, c'est ça, je ne laissais plus. J'ai fait la formation pour mieux apprendre. D'accord. Votre niveau d'études? 3e. 3e. D'accord. Donc, comment, déjà, après un mois de formation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette formation peut vous aider juste après les 6 mois de formation, à la fin de votre formation? Je pense que oui, ça peut nous aider vraiment. Parce que déjà, même quand on fait le cours, hormis ça là, quand on fait le cours, même ceux qui n'ont jamais vu le froid avant, même maintenant, là, ils arrivent à parler de ça. Donc, je pense bien que dans les 6 mois là, ça peut aller. Nous retrouvons Legrand et Morou, les apprentis en électricité et bâtiment. Ce matin, ils vont mettre en pratique leur savoir-faire sur un chantier réel situé à Yopougon. Ce chantier est réalisé par une petite entreprise en contrat avec l'AGEFOP. L'AGEFOP lui fournit le matériel technique, mais en contrepartie, elle se doit de prendre les apprentis de la formation en électricité pour renforcer leurs capacités. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, c'est comment? Ouais, ça va. Ça va? Oui. Ah, vous avez bien fait d'arriver. Hein. On va aller rapidement. Donc, Angers, rapidement, ça qui est plus. Prenez le conducteur à les tables et puis on fait le tirage. Vous pouvez voir à la boîte là. Oui, monsieur. Dans le couloir, la boîte dérivation qui est là. Faut te positionner là. Le gars te met ici, on va faire le tirage ici. Ouais. Le simple aliment de la lampe, celle-là, elle est déjà tirée. Donc, on va d'abord tirer l'alimentation et puis ensuite, on va tirer le va-et-vient. D'accord. Et là, à l'autre côté. D'accord. Tu coupes un peu plus en bas. Hein. Les suivant les alimentations. Il travaille avec vous depuis quand? Bon, ils ont des différents contrats. Lui, je crois que c'est vers le début de l'année passée qu'il est avec moi. L'autre, c'est depuis le début de l'année 2017. Est-ce qu'on vous paye pour ça, pour recevoir les apprentis? Oh, pas payé. Pas payé, mais je dirais récemment, l'année 2017, si j'ai bonne mémoire, ils nous ont fait un lot d'une valeur de 1 million comme ça. Un lot de quoi? C'était un kit de matériel. Ils nous ont confié, ils nous ont remis ça en signe de reconnaissance pour les apprentis que nous avons. La porte ici, il ne voit pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Nous sommes en train de repérer le tuyau qui sort de l'autre côté pour pouvoir tirer le fil. Donc vous êtes obligé de souffler. Ouais, et quand vous soufflez, qu'est-ce que ça fait? Quand on souffle, le vent sort de l'autre côté, là où il écoute, et puis bon. Donc par là, il peut me dire que c'est tel tuyau, c'est ici que ça vient.
Ou alors si le fil de fer sort par là-bas, quand il remue, il retrouve. C'est sur le fil de fer que tu vas attacher le fil. Prochain. Vous avez trouvé le tuyau. Ces apprentis travaillent entre 15 et 18 heures par jour sur plusieurs chantiers. Un grand volume horaire qui leur permet de se professionnaliser. Cependant, quelques mesures de sécurité sont négligées. Ils travaillent sans protection. On le voit travailler sans casque, il est en hauteur. Il y a des mesures de sécurité qui sont mises en place ici. Oui, moi je travaille avec les mesures de sécurité. Finalement, on travaille avec les tasses. Je ne sais pas pourquoi on met pas ça. Toutes les étapes de l'électricité qu'il y a après dans un bâtiment, c'est que j'ai toujours conseillé d'utiliser les casques. Parce que les casques, ça fait professionnel. Morou et Legrand auraient oublié leur casque, mais malgré tout, ils poursuivent leurs activités. Bon, les gars, pardonnez. Je crois qu'ici, ça va. Hein. On va aller de l'autre côté parce que le monsieur dont on a commencé son travail à la fin, il a fait mettre la pression. Ici, ça va. On va ranger, on va tout ranger dans le magasin, on va descendre. On va se retourner et puis on va progresser vers l'avant. Le travail n'est pas terminé, mais ce chef d'entreprise doit se rendre sur un autre chantier. Un client l'a menacé de rompre son contrat s'il ne terminait pas son travail dans les prochaines heures. Et souffrance même. Tu me mets la pression là. Ouais. Tout est là. Bon, nous on va sur le travail. Parce qu'actuellement, franchement, on a un peu de pression. Les petits, pardonnez. Rangez vos matériels. Et puis on va attaquer. Les grands. Voilà. Toi, comme vous avez déjà commencé à placer les spots, moi je vais gérer le câblage, le coffret ici. On met ça à domino 10. Oui, avec le domino 10. Est-ce que vos apprentis avec qui vous travaillez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils maîtrisent le travail? Il dirait que ça, c'est eux qui ont fait ça. Moi, j'ai juste le coffret que je vais installer. Ouais. Il peut commencer la tuyauterie, il peut faire la saignée, la tuyauterie, la filerie, faire le câblage. Ils peuvent le faire. Est-ce que la formation que vous avez, vous apprenez, qu'on appelle, par le biais de l'âge de forme, est-ce que ça vous sert sur le terrain? Sur le terrain, il y a sa réalité. Maintenant, à l'école, en classe, sur le papier, il y a une réalité. Mais qu'est-ce qui diffère? C'est différent. Les deux sont, la plupart du temps, les deux sont un peu sont décalés. Hein. Par exemple, à l'école, un exemple simple. Hein. On dit non que il y a deux filatifs. Il y a la phase et le neutre. Et puis il y a la terre. Mais on dit non que le neutre n'arrive pas aux interrupteurs. Un exemple ici. Lorsqu'on fait les schémas, le fil bleu n'arrive jamais derrière lui là. Ça c'est la théorie. C'est comme ça qu'on nous apprend. Mais dans la pratique, il n'est pas possible. Il y a certaines choses, certains montages, on a oublié d'envoyer le fil bleu derrière l'interrupteur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui impose à passer. Sinon, ça fait une augmentation de tuyaux, une augmentation de fils. Et puis ça fait beaucoup, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de tuyaux. Il y aura presque le double des tuyaux qui sont nécessaires. Si on veut respecter totalement la théorie dehors, c'est pas possible. Mais la théorie nous permet de comprendre, la théorie nous permet de dépanner facilement. Pression des clients, respect des délais. Dans le secteur de l'électricité, le travail ne manque pas. Mais les clients sont impatients, il faut aller vite sans faire de bêtises et s'assurer que tout fonctionne. Voilà. Tout passe. C'est comment? Ça marche normalement là? Oui. Vérifiez ici, il marche tout. C'est ça. Il marche bien. Il y a un qui... C'est le même là? Oui, c'est le même. Ok, il n'y a pas de souci. On va gérer ça. C'est bon? Ok. Bon les gars, allez tout et puis on va progresser. La journée est terminée maintenant? Oui, la journée vient de se terminer. Franchement, on est tous fatigués. Ça a été une dure journée? Une dure longue journée même. On a quitté à Yopougon. Yopougon, lui, il a quitté même à Bassa matin. Quitté Yopougon, aller à Koumassi, revenir encore à Yopougon. Puis venir travailler, franchement, c'est fatigant.
Souvent, c'est comme ça. Souvent, on doit se déplacer de 3 à 4 communes, souvent par jour. Donc, c'est vrai que c'est fatigant. Legrand et Moreau, épuisés, peuvent rentrer chez eux. Demain, ils seront de retour sur ce chantier. Outre la formation des jeunes, l'AGEFOP réalise également des études, des diagnostics, des guides pédagogiques pour accompagner les entreprises. Objectif, professionnaliser les secteurs en manque de structuration. Quels sont les types de documents que vous concevez, que vous mettiez à la disposition des demandeurs? Si c'est pour de la formation, nous allons faire le référentiel compétences, le référentiel formation, le guide pédagogique. Ça, c'est une demande. Si c'est pour renforcer les capacités, je veux dire, des gens qui sont déjà en activité, on va faire une analyse des besoins et nous allons produire un plan de développement des compétences pour les entreprises. Le rêve de l'AGEFOP, diversifier sa clientèle qui repose aujourd'hui essentiellement sur l'État. Pourquoi tous les documents de l'AGEFOP sont commandés? Est-ce que vous n'avez pas la capacité de faire des documents et mettre à la disposition du public? Ces documents, nous essayons de faire comprendre à l'État. Si on met des financements, dans les pays développés, des structures comme l'AGEFOP, on a le financement pour produire tous ces référentiels. Donc, vous n'avez pas de financement pour produire des documents? Donc d'ingénierie, non. D'ingénierie. Voilà. Parce qu'il y a eu des démarches auprès de l'État pour pouvoir avoir ce financement. Auprès du FTFP, maintenant des démarches. Auprès des structures. La taxe. 57 études ont été commandées en 2018 par des entreprises. Richemont Assouan est gestionnaire d'une ferme d'élevage de poulets depuis 2015. Grâce au projet de formation et d'insertion des jeunes handicapés de l'AGEFOP, ses collègues et lui-même gèrent cette ferme. Tous les revenus en découlant sont pour eux. On dit quoi? Et les poulets? Ouais, ça va. Aujourd'hui, ça fait 13 jours là. Ouais. Ok. Ils ont eu tout ce qu'il faut pour manger, pour boire. Ouais. Ok. Ça va? Il n'y a pas eu de mort aujourd'hui, hein? Non, non. Ok. Pas de mort. Alors, il faut qu'on enlève les copeaux là. Ça fait que l'eau souvent est sale. Demain ou après-demain, on doit les vaccins. Ouais, le dernier vaccin. La sota, le deuxième vaccin. Ah oui, demain. Voilà. Ici, c'est une ferme de combien de têtes de poulet? Nous avons 700 sujets. Voilà, ça fait 13 jours aujourd'hui qu'ils sont arrivés. Ça c'est dans le cadre d'un projet, non? Oui. C'est quel genre de projet? Au fait, nous avons eu un projet avec l'AGEFOP, c'est un projet de formation et d'insertion des personnes handicapées. D'abord, nous avons fait la formation en marketing, gestion commerciale et comptabilité simplifiée. Avec le formateur en aviculture maintenant, nous avons suivi maintenant une autre formation d'1 mois en aviculture. Et c'est comme ça, dès que la formation théorique en aviculture est terminée, nous sommes venus faire la concrétisation sur le terrain avec les sujets que nous avons reçus de l'AGEFOP, le matériel, c'est-à-dire les mangeoires, les abreuvoirs, et tout ce qui est constitué pour faire l'élevage de 1000 sujets, de 1000 poulets, puisque ce bâtiment prend 1000 sujets normalement. Vous arrivez à vendre combien de poulets? Par exemple, dans le mois. Jusqu'à la fin du processus, on peut avoir des poulets qui sont morts ou bien des poulets qui ont eu des problèmes de maladie et tout ça. Donc on estime peut-être 10% des poulets qui peuvent avoir des petits problèmes ou bien qui sont morts. Donc on peut avoir dans les 600 peut-être, dans les 700, on peut avoir 650 poulets qui peuvent rester vivants jusqu'à la fin. Et ici, vous êtes combien de personnes? Nous sommes 10 normalement au total, mais les 5 qui sont permanemment là ici sont sur la ferme sont 5. Et les 5 personnes font la routine. Et comment se fait le partage des bénéfices? Bon, pour le moment, les bénéfices sont juste tellement que on n'a pas de partage de bénéfices à faire pour le moment. C'est des sacrifices qu'on fait. Quelques perdièmes qu'on donne, souvent c'est 20 000 que chacun a pour pouvoir vraiment subvenir à ses petites dépenses. Mais est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Vraiment, c'est difficile. Avec la seule ferme, ce serait difficile. Si par exemple on a 2 bâtiments qu'on produit plus, je pense que le bénéfice sera un peu plus élevé et ça va nous permettre d'avoir plus de... disons, on pourra nous-mêmes s'intéresser. Sinon,
réellement, on ne s'en sort pas comme il le faut, mais on arrive quand même à acheter un sac de riz pour pouvoir être motivé, puisque c'est notre passion en fait, l'élevage. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement public initié par l'AGEFOP pour venir en aide aux personnes vulnérables. Richemont et ses collègues font partie des premiers bénéficiaires. On va aller voir les autres et puis moi, je vais partir et puis demain, il y a Joseph qui serait là avec toi, Joseph. Yolande, elle, je lui ai dit de venir voir par rapport au gros poulet là, comment elle peut trouver ses clients là. Okay. On se rend compte que le coin est vraiment éloigné de la ville. Comment vous faites pour commercialiser les poulets? Souvent, les clients nous appellent pour dire qu'ils ont besoin de 100 poulets. Mais comment les transporter? On n'a pas de cajot, on n'a pas de véhicule ou bien de tricycle. L'AGEFOP, en mettant ce projet en place, n'a pas tenu compte de tous ces aspects? Dans le projet, ce qui était prévu d'après l'AGEFOP, c'est la construction, le matériel et puis bon, la formation. Diallo, je pense qu'on a fini l'autre côté. Donc Jo, demain, toi tu es obligé d'être là demain. Si il y a le vaccin, tu dois venir tôt. Diallo, vous allez essayer de voir comment vous allez faire les vaccins. La SOTA. Et c'est qui? Oui, c'est mes collaborateurs. Lui, c'est Joseph, il est chargé de la production avec moi. Elle, c'est Yolande, Mbra Yolande. Elle est chargée de la commercialisation. Elle est en contact avec les vendeurs, les revendeurs, avec Marie. Et lui, Michel, qui est avec Joseph, qui est chargé de la production aussi. Tous les employés de cette ferme sont handicapés. Depuis le lancement du projet, 417 handicapés ont été formés en comptabilité simplifiée et en aviculture. 5 fermes ont été construites pour la formation et l'insertion de ces jeunes. Retour sur le chantier sur lequel travaillent Legrand et Moreau. Ce matin, ils vont être évalués par le conseiller et le formateur en électricité de l'AGEFOP. Allô, bonjour Monsieur Bennett. Ah, bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? On dit quoi, jeune? Ça va bien. Aller? Ça va bien, monsieur. Et le boulot? Ça va bien, monsieur. D'accord. On est en plein travail là. Oui. C'est bien. Depuis hier, bon, ça fait un moment que je suis sur ce chantier. J'ai une pression sur moi. Tes éléments sont là? Oui, ils sont là. Le grand commis, venez. Il y a vos conseils qui sont là. Hein. Le conseil et le professeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, Jérôme. Bonjour, vous allez bien? En forme, le grand, comment tu vas? D'accord. Monsieur Bennett, nous sommes là dans le cadre de la visite de suivi psychotechnique et pédagogique, voilà, pour vérifier le niveau d'avancement de l'apprentissage et faire l'adéquation entre ce qui a été vu en théorie et l'exécution sur le terrain. Quelle a été la participation des apprenants, des apprentis pendant les différentes opérations que vous avez déjà réalisées? Ah oui. Bon, apparemment, je dirais que c'est eux qui ont fait ce qui est les saignées, oui. Hein, la tuyauterie, les poses, les boîtes et autres. Moi, ce que je suis en train de juste faire, c'est le câblage. Ok. Comme c'est un peu délicat oui. Par rapport au câblage je vais dire le câblage domestique. Est-ce qu'ils sont ponctuels, tes apprentis? Oui, ils sont ponctuels. Ils sont ponctuels. Ça, parce que... Mais est-ce qu'ils ont accepté l'esprit de l'entreprise? Oui, ils ont accepté l'esprit de l'entreprise. Ce genre de visite est inscrit dans vos démarches de suivi? Oui, ce genre de démarche fait partie du suivi du stagiaire, juste pour vérifier le niveau des acquis, la maîtrise des tâches. Donc c'est pour cette raison que nous rendons ces visites. En principe, ce genre de visites, ils ont droit à 6 visites par an, soit 12 visites à l'année. Pendant les 2 formations. Les 2 années de formation. Donc chaque fois que le professeur franchit une étape dans sa formation, un chapitre, il est censé rendre visite sur le terrain pour voir l'application par l'apprenti de ce qu'il vient d'enseigner. Dans tout ça, quel est votre rôle en tant que conseiller? Notre rôle en tant que conseiller d'apprentissage, c'est de mettre en lien les 2 entités, l'apprenant et le maître. Legrand va passer une interrogation orale durant une quinzaine de minutes. Quels sont les différents types de conduite que vous utilisez? Ça varie en fonction du circuit. Donc vous avez lesquels par exemple? Nous avons les tubes 11. Les tubes 11, on dit 13. Oui.
Après les conduits, qu'est-ce qui intervient pour faire la canalisation? Les conduits. Donc, si on ne fonde pas de côté, fermer les tuyaux. Non, les conduits sont déjà fermés. Qu'est-ce qui intervient? Non, maintenant les conducteurs. Voilà, les conducteurs, ok, d'accord. Bon élève, le grand va faire très peu d'erreurs. Il connaît ses cours sur le bout des doigts. Merci, c'est bien. On en a fini. Le test est terminé? Oui, oui. D'accord. Si on vous dit de donner une note sur 20, avant que la première qui vient de répondre, quelle note vous donnez? Bon, je pense qu'il doit avoir la note de 16 sur 20. Les missions de l'AGFOP sont peu connues. Les programmes de formation représentent pourtant un atout majeur pour professionnaliser certains secteurs d'activité et permettre aux jeunes déscolarisés de s'insérer socialement. Bonsoir, vous venez à l'instant de découvrir l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP. À travers cette immersion, nous sommes maintenant dans le bureau du directeur général de cette agence, M. Traoré Bamoudien. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, M. Bois. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Monsieur le directeur général, tout de suite, je vous demanderai quelle est la mission que l'État de Côte d'Ivoire a assignée à l'AGFOP? De façon simple et ramassée, je pourrais dire que la mission essentielle de l'AGFOP consiste à la mise en place des outils, de définir les actions et les stratégies de formation pour pouvoir dispenser une formation de qualité, voire développer l'employabilité de toutes les ressources humaines. Alors, monsieur le directeur général, plus de 25 ans après, on se dit qu'il y a un bilan qui a été fait. Qu'est-ce qu'il donne, ce bilan-là, sur l'action de l'AGFOP? Ce bilan va nous permettre de voir la diversité dans l'action de l'AGFOP. À sa création, nous sommes en 1992. Déjà en 1996, un programme d'envergure nationale sera confié à l'AGFOP. C'est la mise en œuvre d'un programme d'absorption des jeunes déscolarisés qui va introduire au niveau de l'AGFOP un mode de formation qui est le mode de formation par apprentissage. C'est cette première action d'envergure nationale qui va donc porter l'AGFOP au niveau national. La structure sera par moment identifiée effectivement à une structure de formation par apprentissage. Au-delà de cette activité de formation-insertion, l'AGFOP va s'orienter effectivement vers des renforcements de capacités. Ces renforcements de capacités vont se faire à travers des séminaires internationaux que nous organisons avec des partenaires, mais aussi ça va se traduire aussi par l'analyse des besoins de formation de certaines entreprises. En fait, vous diagnostiquez des entreprises pour comprendre ce dont elles ont besoin en termes de formation. C'est bien cela. Mais au-delà de cette action, il faut aussi élargir au niveau d'un troisième axe qui va nous porter vers l'axe de la professionnalisation. Cet axe de la professionnalisation concerne essentiellement un certain nombre de filières qui sont très peu organisées, essentiellement la filière agricole, où l'AGFOP a accompagné le FIRCA, effectivement, essentiellement la filière évéicole, où nous avons élaboré des référentiels de formation. Il y a le quatrième axe de notre démarche aujourd'hui, porte sur un accompagnement, la mise en place d'outils accompagnant la modernisation, effectivement, de l'administration. Alors, on comprend bien que vous vous adressez autant aux entreprises publiques que privées, mais est-ce que vous partagez l'avis selon lequel l'AGFOP est peu valorisée? Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous le comprenez, ça, quand on le fait sur... Non, je crois qu'il faut admettre plutôt le concept que les missions de l'AGFOP sont mal connues. La structure, écoutez, vous saviez, quand on parle de l'AGFOP, elle est d'abord identifiée à une école de formation. Je l'ai dit, ce n'est pas un centre de formation. Nous sommes un cabinet d'ingénierie de formation. C'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre activité essentielle consiste donc à l'élaboration des outils, définir les stratégies de formation pour développer effectivement les compétences. Pour revenir à votre fonction dans l'ingénierie, est-ce que vous êtes sollicité beaucoup plus par quel type de structure? Par des privés, par l'État qui vous a créé, par les structures publiques? Par qui êtes-vous le plus sollicité? L'État vient au premier plan dans nos actions. Et nous sommes aussi accompagnés par un certain nombre de bailleurs, mais tout cela, c'est à travers l'État. En dehors de cela, nous avions aussi des privés qui interviennent. Il faut le dire qu'il y a la CGC, par exemple, que nous avions accompagné dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. Ça, c'est le patronat? Le patronat, la CGC. Il y a aussi un de nos partenaires dans le domaine agricole où véritablement l'exercice a été très, très avancé. C'était avec le FIRCA. Nous sommes intervenus dans la restructuration des filières évéicoles, la filière risicole, la filière porcine, que nous avions accompagné. Et puis, il y a aussi quelques ONG qui nous sollicitent pour la mise en œuvre de certaines activités. Mais cela n'exclut pas que nous allons souvent dans des compétitions pour répondre à des appels d'offres que nous avons par moment pu remporter pour pouvoir exécuter. Quel est votre budget
Nous avons aujourd'hui, en dehors des salaires et fautes qui ne rentrent pas dans notre cadre de fonctionnement, un budget qui avoisine effectivement les 288 millions de francs. 288 millions. Mais la question, permettez-moi de vous couper, c'est de se dire, qu'est-ce que ce budget représente en proportion de ce que la Côte d'Ivoire investit en termes de formation, pour qu'on se rende compte justement de l'importance. Oui, au niveau du budget de l'éducation-formation, nous pourrons dire que nous sommes à peu près à 2%. À 2%. Comment vous le jugez, ce pourcentage? Oui, il faut tenir compte du caractère aussi de l'AGEFOP. Nous sommes un établissement public industriel à caractère national. Donc ce budget est fait de deux éléments essentiels. Il y a la subvention de l'État, mais il y a aussi les ressources propres. Les ressources propres que nous devons produire effectivement pour faire l'équilibre budgétaire se situent dans l'ordre de 250 millions. Donc tout compte fait l'un dans l'autre, je pourrais estimer ce budget environ à 250 plus 300. Donc nous sommes à peu près dans 600 millions au niveau du budget de fonctionnement. Vous travaillez aujourd'hui au plan national. Donc quel est le nombre d'agents dont vous disposez pour quadriller le territoire? Et est-ce que vous couvrez l'ensemble du pays? Nous sommes dans 14 localités, nous portons une activité. Boaké particulièrement, nous avons une délégation, ce qui nous ramène donc à 15 localités couvertes par des activités de l'AGEFOP. Mais laquelle des activités ici, il s'agit de l'apprentissage que nous portons dans le cadre d'un projet qui est le PGDEC, que nous poursuivons dans ces localités. En termes d'agents, il faut dire que nous avons environ 111 agents, 40% de femmes essentiellement. Et sur ces 111 agents, il faut compter que nous avons 59 contractuels et 52 fonctionnaires qui participent effectivement à la mise en œuvre de nos différentes missions. La Côte d'Ivoire a un vaste projet de réforme de la formation professionnelle, parlons-en. Et quel est le rôle de l'AGEFOP dans ce vaste projet? L'AGEFOP est le cabinet d'ingénierie de la formation. Très bien. Et dans la réforme, il y a une structure qui est le CNCPC. Je vais vous dire que c'est la coordination nationale de la commission professionnelle consultative, une structure des branches, qui va être chargée de l'élaboration des programmes et des curricula. Et nous pensons véritablement que l'AGEFOP serait en étroite relation avec cette structure afin vraiment de booster la mise en place. Mais est-ce que vous pensez que sur cet aspect précisément, l'AGEFOP est l'unique opérateur sollicité ou ce sera encore... Oui, mais nous sommes la structure de la formation professionnelle. La réforme s'inscrit au sein de la formation professionnelle. Nous pensons que notre place est toute indiquée pour accompagner. Est-ce que c'est un vœu que vous émettez ou vous pensez que vous allez être soumis à une sorte de concurrence? Non, ce n'est pas du tout un vœu. Ce n'est pas du tout un vœu, c'est une réalité. Dans la mise en place des organes et dans leur fonctionnement, l'AGEFOP aura sa place. Il avait même été proposé dans les textes que nous avons retouchés que le CNCPC, donc l'organe chargé d'élaboration des programmes, devrait être logé à l'AGEFOP. Voilà donc une éventualité que nous attendons. De nombreux programmes d'insertion existent et l'AGEFOP a dû jouer un rôle important là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur l'ensemble de ces programmes-là, enfin quelques-uns de ces programmes sur lesquels vous êtes intervenu? Bon, alors, si je voulais faire une synthèse de notre implication, des personnes, des cibles qui ont été accompagnées dans notre réalisation de ces programmes, on pourrait estimer à peu près à 35 000 personnes qui ont bénéficié de ces formations. Alors, l'un des programmes les plus importants, je l'ai dit, c'est celui que nous avons porté dans le cadre du PGDEC, qui est le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, où il a été confié à l'AGEFOP un des volets de ce programme, qui était le volet de formation par apprentissage. Le PGDEC, c'est un programme de la Banque mondiale qui a été mis en place au sortir de la crise, effectivement, dans les années 2011-2012. Et c'est un programme qui se faisait à deux volets essentiels. Le premier volet portait sur des travaux à haute intensité, qu'on appelait les TIMO, et dont la mise en œuvre, je crois, a été faite par l'AGEROUTE. Et le second, c'était celui du développement des compétences. Dans le cadre du développement des compétences, deux structures avaient été désignées, l'AGEP à l'époque, donc pour la mise en stage, et l'AGEFOP pour ce qui était concerné essentiellement le volet de formation par apprentissage. Dans sa première phase, 4 000 jeunes devraient être conduits en formation par apprentissage. L'objectif, c'était de leur apporter ne serait-ce qu'une qualification pour leur insertion. Alors, ça a été quoi? Sur des métiers. Sur des métiers, c'est quoi? Dans les secteurs, la mécanique? Oui, les secteurs, c'est essentiellement mécanique, menuiserie, vous allez jusqu'à la coiffure, vous allez jusqu'à construction métallique. Vraiment, c'est toute une diversité de métiers. Le résultat a été satisfaisant, si bien qu'effectivement, nous avions été l'une des rares structures par rapport aux autres à conduire la seconde étape, pour laquelle nous devons conduire 5 500 jeunes en formation. Aujourd'hui, les objectifs sont totalement atteints. Il y a deux volets dans la formation. Il y a l'aspect pratique, qui fait à peu près 75, où l'enfant est confié à un maître artisan.
Et il y a aussi les 25% du temps qui sont consacrés à les théories. On va être plus concret. Monsieur Salifou détient une petite structure de mécanique à Adjamé ou à Port-Boué. Monsieur Salifou va recevoir Paul, qui lui est un jeune apprenti. C'est cela. Oui, mais M. Salifou, avant de recevoir Paul, le jeune apprenti, il faut qu'il rentre dans, il faut qu'il réponde à notre cahier de charge. Il y a des critères de sélection. C'est quoi ces critères? Parce que c'est très important de Oui, mais il y a le dispositif technique, il y a les compétences même du maître, et puis il y a tout un ensemble de choses. S'il est reconnu par la Chambre des métiers, effectivement. Donc voilà autant d'éléments qui caractérisent d'abord le maître. Ne devenez pas formateur qui veut. Est-ce que sur ça, des personnes comme Salifou, vous en avez trouvé suffisamment en Côte d'Ivoire pour pousser justement... Oui, les salifous, nous en avons trouvé, mais mieux encore que cela, c'est que non seulement nous avons les salifous, on est peut-être de bons techniciens. Ouais. Mais il y a cette approche pédagogique de la formation. On peut être un bon technicien, mais ne pas être un bon pédagogue. C'est là où vous forgez ces outils didactiques. Nous offrons des outils et nous les formons véritablement à ce qu'ils puissent tenir ce que nous appelons l'alternance dans la formation. Parlons des bénéficiaires qui sont ces jeunes apprenants. Est-ce qu'aujourd'hui, eux, concrètement, ils sortent, ils tiennent des officines ou des shops ou des garages. Est-ce que sur ce bilan-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, grâce à ce programme, les 5 000 jeunes ou les 35 000 jeunes, il reste aujourd'hui un résultat très concret et que ces structures-là continuent de fonctionner? Bon, alors, il faut dire que ces études d'impact, il faut attendre tout à fait la fin, quelques années plus tard, pour pouvoir mieux mesurer le niveau d'insertion. Mais déjà, nous pourrons confirmer que pour la première vague qui a été formée dans le cadre du PJDEC, nous avons à peu près 4 500. Nous pouvons rassurer que véritablement, sur les enquêtes de terrain qui ont été faites, il y a à peu près 35% effectivement qui se sont insérés en emploi salarié auprès de leur maître. Les autres, effectivement, ont continué à mettre en place leurs propres affaires. Sur la formation-insertion, l'AGFOP, quand même, réalise beaucoup en termes de public cible, des publics que vous atteignez. Et on le sait, il y a des secteurs d'activité qui font l'objet justement de ce type de programme ou d'intérêt de la part de l'AGFOP. C'est lesquels? On a parlé des métiers de l'électricité, on l'a vu dans les films, on a parlé du froid. L'AGFOP est de la formation-insertion, c'est un volet. Mais la question véritablement qui importe pour l'AGFOP, c'est la phase de la formation. Très bien. Nous disons, cette formation permet d'avoir des qualifications pour être accompagné vers l'insertion. La question de l'insertion est portée par d'autres structures en réalité. Nous avons des types de formations qui sont appelées des formations qualifiantes de courte durée. Et c'est à ce niveau que vous avez tout un ensemble de formations qui se font entre 3 et 6 mois, qui sont des formations qui se portent sur des maintenances informatiques, froid, électricité, bâtiment, climatisation auto, sont autant d'activités que nous portons. Elles ont une durée de 3 à 6 mois. Elles sont à des coûts réduits. Et ces formations sont accessibles à des coûts, vous parlez de non, à 60, vraiment c'est presque dérisoire. À 60 000 francs À 60 000 francs. Alors, on peut dire que pour un jeune qui veut être formé par exemple en froid pendant 3 à 6 mois, il débourse 60 000 francs pour faire sa formation. Et en plus, nous nous arrangeons pour qu'il puisse obtenir une carte de bus lui permettant effectivement de faire le déplacement pour se rendre au lieu de formation. En gros, il y a tout un accompagnement pour que ce jeune-là se fasse former, auprès de l'AGFOP. Je voudrais que vous reveniez, parce que notre interview tire à sa fin, sur les problèmes globaux, j'allais dire, auxquels vous êtes soumis, vous, en tant que structure. C'est une difficulté d'ordre financier. Très bien. Financièrement, effectivement, il y a des difficultés à tous les niveaux, ça c'est un élément. Et moi, je le dis à observer les budgets de nos structures aujourd'hui, véritablement, nous avions des difficultés. Quand bien même nous essayons effectivement, par la conquête d'un certain nombre de marchés, de tenter à réaliser nos équilibres. Quels sont aujourd'hui les enjeux et les perspectives de votre structure? Comment vous vous projetez? Comment aujourd'hui vous travaillez? Comment vous projetez vers l'avenir? Les enjeux sont assez énormes pour nous. D'abord, en termes d'accompagnement des structures à leur professionnalisation. Nous avons dit que l'enjeu important pour nous, c'était d'élargir notre champ d'activité au-delà du secteur agricole, pour lequel nous n'avions pas achevé la mission, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a que 3 filières que nous avions accompagnées dans le cadre de la structuration. C'était la filière évéicole, la filière porcine, la filière riz. Nous pensons élargir cela à la filière anacarde, qui nécessite effectivement une structuration, la filière, pourquoi pas, coton, café, cacao, etc., sont aussi des secteurs pourvoyeurs d'emplois.
mais il faut véritablement professionnaliser, il faut apporter une qualification nécessaire à tous les acteurs. Le transport, pour nous, constitue un agent important, de même que l'artisanat. En dehors de cela, nous pensons que l'ingénierie, effectivement, devrait accompagner tous les dispositifs de formation. Nous pourrons accompagner l'administration dans sa modernisation. Nous pourrons nous inscrire dans la professionnalisation de nombreux secteurs d'activité afin d'obtenir une plus-value. Nous pourrons encore contribuer à accompagner les entreprises dans le renforcement de leurs capacités par des études que nous menons. C'est des réponses que nous pensons donner à ces entreprises. Et des réponses qui s'inscrivent dans la structuration absolument de l'économie et permettent justement à ces secteurs-là d'être des secteurs qui soient des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Pourvoyeurs d'emploi et des secteurs performants surtout dans leur rendement. Merci M. Traoré Bamoudien, directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Merci de nous avoir accueillis au sein de cette institution. Merci. Et surtout de vous être montré disponible et de nous avoir éclairé sur ses missions, son fonctionnement et ses enjeux. Merci. Merci aux équipes de Soprod et de RTI1 pour l'assistance à la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur RTI1.